Juste pour lancer la soirée de ce soir, on a la chance d'avoir deux grands réalisateurs, un français et un américain, et on avait vraiment rêvé, c'est surtout Yvan qui a eu cette idée, de les confronter parce qu'ils sont tous les deux sur la thématique du journal intime filmé, de la caméra collée au corps, et du coup avec un travail à chaque fois différent quand même. Donc ça nous intéressait de confronter ces deux réalisateurs pour voir ce qu'ils ont à se dire et voilà. Et du coup ils ont commencé un peu à parler, je crois, mais là ça va continuer devant vous, ça risque d'être fort intéressant. On a sollicité Franck Finance Madurera qui est le président et directeur de la Queer Palm Cinéma. Donc on est très content qu'il soit là et qu'il puisse animer ce débat. C'est Max de l'équipe d'écran mixte qui va assurer la traduction là. Je laisse la parole à Franck, merci à toi. Effectivement, Yvan a eu la très bonne idée de réunir Jonathan Cahouette et Rémi Lange. Ils ont beaucoup de choses en commun, ils explorent les thématiques de genre, les thématiques queer. Leur premier film était pour tous les deux une forme de journal intime. Alors, chacun avait une forme différente, mais on peut retrouver énormément de points communs entre les deux. Les films en question, que ce soit Omelette pour Rémi ou Tarnation pour Jonathan, sont devenus des films cultes, des objets d'étude, qui ont touché toute une génération à la fois de cinéphiles ou de personnes LGBT engagées et intéressées encore plus profondément par ces thématiques. Ils expérimentent la création audiovisuelle dans tous les sens. Ils font des clips, des courts-métrages, des documentaires. Ils se limitent à rien. Rémi a fait son premier film vraiment de fiction, son premier long-métrage en 2015, Le Chanteur. Je crois que Jonathan est en projet sur un long-métrage de fiction. Voilà, on peut partir de ce point-là, qui était le premier film, qui était un journal intime, façon Cahouette pour Tarnation, façon Lange pour Omelette. Vous avez tous les deux vu les films, ou tout du moins ce film-là de l'autre. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Est-ce que Rémi, tu peux nous parler de Tarnation? Oui, je vais essayer. Parce que... L'as-tu ressenti? Tarnation, je l'ai vu quand il est sorti en salle en 2005, je crois. 2003, ça remonte à loin déjà. Et ça avait été un choc visuel, sensoriel aussi. C'est un film qui touche tous les sens. Après, moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur lui, bien qu'il avait déjà dit beaucoup, donc j'étais très content aussi de découvrir Walk Away René quand il est sorti. Pour Tarnation, après, moi j'ai pas pu m'empêcher de comparer, bien entendu, à Omelette. Et donc pour moi, je me suis dit que la grande différence déjà, c'est que c'était un film autobiographique, à la différence de Omelette qui est plutôt un journal filmé. Donc un journal filmé, c'est un procédé qui est plutôt tourné vers le futur, alors qu'un film autobiographique, bien entendu, c'est un regard rétrospectif sur le passé. Après, au niveau de la forme, c'était aussi très différent, parce que moi j'ai tourné en Super 8, lui il a choisi le médium de la vidéo, mais je pense que chacun on a choisi un médium qui correspondait à notre personnalité. Donc, moi je ne vais pas trop parler de la mienne, mais en tout cas, lui, ce que j'ai vu dans le film, c'est qu'il parlait beaucoup d'une dépersonnalisation. Enfin, il y a deux grands thèmes dans son film, pour moi, c'est la dépersonnalisation et l'éclatement de la structure familiale. Et donc, il a choisi un médium qui est approprié à ça, qui est le médium vidéo, qui est loin du concret. Et dans le cas d'une dépersonnalisation, la dépersonnalisation, c'est quand on se voit un petit peu extérieur à son propre corps, quand on rejette un peu son corps, quand on devient pur esprit. Et donc la vidéo, pour moi, c'est vraiment le médium virtuel par excellence, donc, qui est très éloigné du concret, quoi, de la matière. Et donc après, lui, il y a un très gros travail sur la forme, contrairement à moi, qui est un peu une pellicule brute, qui est là dans l'ordre du cinéma de vérité, pour retranscrire une vérité prise sur le vif, en temps réel, alors que lui, il met à mal, je dirais, le matériau numérique pour l'adapter à cette idée de dépersonnalisation, je dirais. Et donc,
triture son matériau dans tous les sens, avec des surimpressions, des accélérés, des saturations d'image, des effets spéciaux, Electric Shock, voilà, que je pouvais pas faire moi. Et donc, voilà. Après lui aussi, il y a une mise à distance du corps aussi, qui s'opère aussi par les images de son propre corps, c'est-à-dire de son corps maquillé ou déguisé, et puis aussi par le fait qu'il joue plusieurs rôles aussi. Il montre des images de lui dans des rôles différents, soit dans ses propres films, soit dans des rôles d'étudiants. Donc voilà, donc après c'est toutes ces différences-là. En tout cas, je pense que ce qui est commun, c'est que chacun en montre un éclatement de la personnalité dans le film, qui après est un éclatement de l'identité. Et après on retrouve, à la fin, il y a toujours l'idée de l'identité retrouvée. Lui avec la scène où on le voit devant sa glace en train de faire un journal filmé, et moi avec peut-être la scène où je suis devant, où je dis la vérité de ce film, c'est peut-être d'avoir filmé des gens qui mentent. Ce film s'intitule Le journal du voleur, donc il y a une sorte de conclusion qu'on établit chacun à l'intérieur de notre film. Et en tout cas, dans les deux cas, on se projette sur un écran pour pouvoir se réaliser nous-mêmes. Enfin, voilà, l'idée, c'est ça, c'est que on a besoin de cet éclatement de la personnalité à un moment donné pour pouvoir à un moment donné se retrouver. On le fait à travers un écran, tous les deux, je crois. Donc du coup, je retourne les questions à Jonathan, qui a visionné très récemment Omelette. I really liked his film. It was the first time I'd seen it yesterday, and I was blown away at the magnitude of somebody being able to, from start to finish in 1993, being able to shoot something very epic and very incredible. Your film was unbelievably epic. There was so much compressed in terms of you had almost like, it was like the tree of life basically in your movie. You had life, death, you had your section, opening up to everybody. It was an amalgam of it was sort of like it felt a little Grey Gardens in some instances, but without the dysfunction, but just the kind of aesthetic of the just verite and the messiness and owning the messiness was really it was brilliant. I really loved it, and I think I never heard of it, and I didn't know about it, but I knew that you had shown it at Mix, but I feel like it needs to have like a reblasting or people need to discover your film. I thought it was very inspiring too, because I have all this extra Kodachrome film stock, Super 8 film stock that's just it's not being kept in the best conditions either. It's like sitting in like a hot room somewhere upstairs, like the polar opposite of where you're supposed to keep film. But I'll stop there. Okay. J'ai beaucoup aimé le film, je l'ai vu hier pour la première fois, enfin cette nuit pour la première fois. J'admire énormément la magnitude, l'ampleur de ce film, surtout qu'il a été fait en 93 et comment de bout en bout il est absolument épique. Ça m'a même fait penser à quelque chose comme The Tree of Life de Terrence Malick, parce qu'il y a une histoire de vie, de mort, d'amour dedans. Je trouve ça très, très impressionnant et je trouve ça aussi dommage qu'il soit si peu connu. J'en avais absolument jamais entendu parler et ça m'a tellement impressionné et touché qu'il faudrait que plus de gens voient ce film et connaissent ce film et aient accès à ce film. Et la deuxième partie de son intervention, il commençait à parler d'archives personnelles en Kodachrome qu'il a chez lui et qu'il garde dans des mauvaises conditions au chaud, qui risquent d'abîmer le matériel, et il s'est arrêté là parce qu'il avait envoyé, je pense. And I noticed a lot of similarities with this kind of metafictional aspect that you were doing, where you were sort of asking somebody to film you, filming, with a camera, and there was a lot of fudging of the truth in a lot of instances that I thought I noticed. I didn't know
at the same time, I was like surrendering to the film too. I wasn't really like trying to watch it from like a technical, standpoint either, but it was brilliant, and really, it's such a feat to for somebody in 1993 to have been able to make a Super 8 sound feature like that. J'ai beaucoup aimé l'aspect méta du film, notamment toutes les scènes où vous demandez à quelqu'un de vous filmer, enfin le rôle de la caméra qui change de point de vue et de personnage dedans. Il insiste encore sur le fait qu'en 93 de faire un film pareil en Super 8 avec du son Super 8, c'est quelque chose de vraiment pas anodin et très important. En termes d'écriture, ce qui peut être intéressant de voir en comparant vos deux travaux, c'est où est la fiction, où est le documentaire, où est l'autofiction, quelles sont les frontières entre ces trois façons d'écrire dans chacun de vos films. Comment est-ce que comment vous avez travaillé sur l'écriture de ces films-là? Comment vous situez ces frontières-là qui peuvent être un peu troubles parfois? Moi j'avais pour but de faire un journal filmé. Je pense que c'est un peu différent parce que après, lui, il a eu l'idée de faire un film autobiographique. Enfin, sur un journal rétroactif. Voilà, c'est plutôt. Après, il a repris tous ces matériaux qu'il avait accumulés, il en a fait un film. Alors que moi, j'avais l'idée de faire un film, pas autobiographique, mais. Bah, si, ça fait partie. Un film personnel, on va dire. Ça, c'est les deux grands genres du cinéma personnel c'est le film journal et le film autobiographique. Après, il y a un film portrait, il y a plein de sous-genres. J'ai pas coupé mon portable. Donc du coup, quand on est plongé, quand on va dans quand on se plonge dans une expérience comme ça, enfin moi je réfléchissais pas trop, et donc j'étais pris par la vie. Par mon objectif qui était de dire à mes parents devant la caméra que j'avais un ami, à chacun des membres de la famille. Après j'étais pris par l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que le fait que ma mère m'annonce que mon père a eu des relations homo, donc ça a remis toute ma vie en question. Donc une fois qu'on est pris là-dedans, on oublie, moi je faisais 3 journaux en même temps. Je faisais le journal écrit, le journal sonore, un peu comme il faisait aussi, il enregistrait ses voix, et le journal filmé. Et donc après, avec ces 3 différents matériaux, j'ai essayé de faire un film journal. Et après, quand tu montes le film, tu t'aperçois qu'il manque des éléments dans le film. C'est-à-dire que j'avais 2 grands buts quand je faisais le film. Il y avait un but thérapeutique qui était le dire à sa famille comment aller mieux, comment montrer les souffrances, enfin le but militant et thérapeutique, comment montrer les souffrances d'un jeune homo, comment aller mieux soi-même. Et puis il y avait aussi un but artistique avec la prétention de s'insérer dans une histoire du journal filmé, du film personnel. Et là je voulais construire ma vie comme un film narratif classique grand public avec calqué sur des règles canoniques d'écriture de scénario avec un début, développement, conclusion. Et comme j'avais cette idée-là de faire un film grand public, entre guillemets, je me suis dit au montage qu'il manquait des images. Et voilà le rapport avec la fiction, c'est que pour qu'on puisse identifier à l'écran un personnage, il faut qu'on le voit. Or, quand tu fais un journal filmé, tu ne penses pas à te filmer tout le temps, tu filmes plutôt tes proches ou des paysages, enfin, ce que tu vois. Tu penses pas à te filmer, donc du coup, d'où l'idée qu'évoquait Jonathan de te filmer toi ou de te faire filmer. Et là, c'est des choses qu'on n'a pas le temps de faire au moment du tournage. Donc du coup, moi, dans mon film, après, j'ai obligé de reconstituer certains moments qui sont des purs moments de fiction. C'est pas les moments les plus forts du film, mais il y a des moments de fiction dans le film qui sont amenés, voilà, par ce manque parce qu'on est pris dans le magma de vie et qu'on ne contrôle plus au moment où on fait le film. Jonathan, la même chose, est-ce qu'à l'écriture, la question se pose de la fiction, du documentaire, de l'autofiction, est-ce qu'une frontière existe? It's a very loaded question and could be a potentially loaded response. There's so many layers and tiers of all of that, at least in terms of how Tarnation came into fruition. Nothing else was quite like the first one. The first one, Tarnation, was being made from a completely urgent, very urgent kind of
place that I haven't been able to sort of like revisit with any other piece of work I've made since then. But it was, I've often said that the film was initially derived out of kind of coming from my own makeshift school of pauvreté, or film of pauvreté, or there was instead of saying like vérité, it was like, yeah, like film pauvreté, really, because I had very, very limited resources when I was making it. It was a private art project, it was initially very, very cathartic, very private, and I was working with nothing. Like I made the film for nothing, for no money. C'est une question très riche auquel on peut apporter énormément de réponses. Il y a beaucoup de couches dans la manière d'appréhender la manière dont j'ai fait le premier film, Tarnation, qui est très différent du reste de ce que j'ai fait. Et pour moi, quand j'ai travaillé sur ce film-là, sur Tarnation, c'était surtout un film de grande pauvreté, parce que j'avais très très peu de moyens pour le mettre en œuvre. Et ça s'inscrivait dans une sorte alors, comme dans l'arte povera, mais appliqué au cinéma en fait. Avec voilà, cette espèce d'appauvrissement de moyens et de bout de ficelle, et j'ai dû faire un film avec ça. Et c'est une des principales composantes du processus créatif pour Tarnation. Perhaps it's more interesting to talk about the second movie about that, because the frontier between the fiction documentary is perhaps more difficult to understand in your second movie. Both of them, really. I mean, more so in the first one, but yeah, I mean, in terms of like reaching out to what I kind of acquired up to a certain point, I was trying to tell a story by using sort of whatever footage and whatever materials I had available to try to synthesize this story together. For instance, I don't know who's seen Tarnation or not, but there's like a moment where it's during the foster home sequence. It talks about where I'd gone to a foster home when I was a child, and of course I didn't have. There was no footage. There were no photographs. There was no footage of me having gone to a foster home. But I have a child. He's almost 22 years old now. His name is Josh. He's very cool. He makes experimental noise. I wish he was here. And so I filmed him on High 8 at one point when he was like 4 years old, back in the late 90s. And so to kind of denote an expression of the foster home experience, I took that footage and I repurposed it and I put a filter on it and made it a kind of, it looked like an emulation of like Super 8 footage had been shot during that time. So there were moments in the film that were, not truth, but they were trying to evoke a truthful story. And I think to some extent it's almost the same as like, somebody had brought this to my attention and I thought it was another good way to respond, or it was a good example of this. But I'm going to stop there. Il est reparti sur Tarnation, au tout début il a essayé de l'amener sur Walk Away Running, mais là on est bien sur Tarnation. Il insiste sur le fait qu'il a vraiment dû raconter l'histoire qu'il voulait dire avec les moyens du bord, et que pour certains passages de cette histoire-là, il n'avait pas de documents ni photos ni vidéos, qu'il n'avait pas de rush ni rien, en particulier pour tout ce qui concerne sa plus jeune enfance. Les passages dans le film, au tout début du film, où il raconte qu'il était dans des familles d'accueil quand sa mère était hospitalisée, et que ses grands-parents s'en étaient un peu débarrassés. Et du coup, pour reconstituer dans le film ces séquences de maisons d'accueil, de familles d'accueil, il a utilisé en fait des images Super 8 qu'il a de son propre fils. Donc il a un fils qui s'appelle Josh, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, qui fait de la noise expérimentale et trouve ça très cool et il regrette qu'il ne soit pas là ce soir. Et du coup, il avait des images qu'il a filmées lui-même de son propre fils dans les années 90. Et il les a utilisés dans Tarnation en jouant sur la ressemblance entre son fils et lui au même âge pour reconstituer. Et donc il explique que même si Tarnation est un documentaire, ces scènes-là, elles sont jouées, elles sont reconstituées, elles ne sont pas vraies, mais elles capturent une partie de la vérité de sa propre histoire dans le sens du montage qu'il a pu en faire. And as an example of that, it's like, maybe seeing a modern documentary on PBS or BBC or something of
I don't know, like hypothetically Ray Charles or something, you know, who's obviously deceased, but it's a new documentary about Ray Charles. And there actually was a documentary. Who was it about? It was, something came out where it was a documentary about somebody, but it was an actor portraying the deceased person as first person narrating their story. Was it Marlon Brando? Was it a Marlon Brando documentary? Or? Parle d'un documentaire sur une chaîne américaine qui rejouait la vie soit d'un acteur, soit d'un musicien. Il ne sait pas si c'est Marlon Brando ou Ray Charles. Et du coup, quelqu'un. Mais du coup, quelqu'un qui est mort aujourd'hui, et ils avaient cherché quelqu'un pour raconter à la première personne l'histoire de cette personnalité connue décédée, mais je ne sais plus de qui s'agit précisément. Yeah, it's the same for me. Like being able to kind of cheat reality like that is kind of on par with, you know, a documentary where somebody is narrating, where there's an actor that's portraying the person narrating their life. That's a kind of, maybe not the best metaphor, but, you know, in general, I just had to kind of use whatever resources and footage that I had to tell this story. Donc c'est peut-être pas la meilleure analogie, la meilleure métaphore par rapport au documentaire qu'il vient d'évoquer, mais ça donne un exemple des différentes astuces, des différents ressorts documentaires qu'on peut utiliser quand on n'a pas l'image qu'on veut, l'archive, le document, de pouvoir recréer comme ça la réalité, la vérité, en trichant un petit peu. Et donc là c'est ce qu'il faisait, faute de moyens, avec Tarnation. But there were a couple of instances of cheating reality also in the film as well that I don't know if I've actually mentioned in a long time, but the pumpkin scene in Tarnation with my mom, with the pumpkin, very long scene. That, if you see the tail end of both of the footage, of the rushes of that out of context, you realize that in reality, we're actually having a good time. That footage was not a result of her having a lithium toxicity or overdosing on lithium, but I repurposed it as a way to express that. That was just her during one of, you know, 100 different manic episodes that she's had. But when she was really overdosing on lithium in the hospital, she was completely aphasic, as though she had had a stroke. She wasn't able to speak. And there was no way in hell I was going to ever film my mother during that situation. So after the fact, when I started revisiting the footage and I wanted to tell this story, I used that particular clip. Un exemple précis d'une manipulation que j'ai pu faire comme ça dans Tarnation, et dont je vais pas beaucoup parler, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Pour ceux qui l'ont vu, donc c'est la scène avec la citrouille à la fin de Tarnation. Donc ce très long plan séquence où on voit ma mère jouer avec une citrouille, qui est très difficile. Et si vous voyez le rush complet de cette séquence-là, en fait, on se rend compte que c'est vraiment un moment de jeu et un moment de bonheur entre ma mère et moi, et pas du tout, comme on a l'impression dans le film, une des conséquences directes de son empoisonnement au lithium. Mais c'est juste que j'avais pas d'image, c'est juste une de ces crises maniaques comme elle en faisait souvent, mais moins grave que l'empoisonnement au lithium. C'est juste que je me refusais à aller à la filmer à l'hôpital juste après qu'elle ait fait son overdose de lithium, parce que c'était beaucoup trop dur et beaucoup trop intime. Donc j'ai préféré utiliser cette archive-là, et par le jeu du montage et de l'écriture du film, et à l'endroit dans le film où cette scène arrive, on a l'impression que c'est dans les conséquences de cet empoisonnement, alors qu'en fait pas du tout. Mais c'est du coup, genre, j'avais besoin de raconter ça, il me fallait une image, et donc j'ai été piocher celle-là, et ça marche dans le film. Avant d'arriver à la fiction, vous avez tous les deux creusé un peu le sillon personnel, que ce soit avec Les Yeux Brouillés ou Mes Parents, que ce soit avec Rockaway René. Comment est-ce que ça vous a amené à vous positionner, que ce soit dans l'industrie du cinéma en France ou dans l'industrie du cinéma aux États-Unis? Est-ce que vous arrivez à... Comment est-ce qu'on joue avec cette industrie-là? Comment on se positionne? Comment on se finance? Comment on se distribue? Comment des films aussi personnels arrivent à émerger, à être vus? Moi, c'était... moi, dans les années 90, donc, quand j'ai fait Omelette, après j'ai essayé de le diffuser au plus grand nombre. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui m'ont vraiment aidé. Une à la télé, donc, qui était Alain Burroz des programmes courts, qui était un militant gay du phare, qui avait forcément apprécié à la fois la forme en Super 8 et le côté militant du film.
Et d'ailleurs, c'est toujours un ami. Hein. Et puis, il y avait Yann Beauvais qui faisait partie du milieu expérimental, lui aussi un militant gay, un cinéaste gay qui avait fait beaucoup de films en Super 8, dont Boyfriend, je crois. Enfin, voilà, qui était un des premiers cinéastes à faire des gays en France, à faire des films Super 8 expérimentaux. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer aussi, suite à quelques bonnes presses, bonnes critiques dans les journaux, un distributeur qui m'a dit on peut le sortir, mais à partir du moment où tu gonfles le film en 16 mm. Donc après, il a fallu que je trouve l'argent pour gonfler le film en 16 mm. Donc il a finalement réussi à sortir dans une salle au Luxembourg en 1998, Omelette. Et après, il est passé à la télé, donc après, ça a pris une ampleur au niveau de la diffusion, je veux dire, que je ne soupçonnais pas en faisant le film du tout. Enfin, c'était assez extraordinaire. Après, il est sorti en DVD plusieurs fois, en livre DVD, enfin, et maintenant, il se retrouve sur Internet. Vous pouvez le voir gratuitement sur Internet pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je l'ai mis gratuitement sur Internet. Donc, par rapport à la diffusion, après... le succès d'Omelette m'a permis de faire Les Yeux Brouillés, où là on a tout de suite trouvé des subventions avec un coproducteur, c'était Magoric Productions à l'époque. On a eu l'avance sur recette après réalisation, on a eu une aide de la région Île-de-France. Donc du coup là on a pu gonfler le Super 8 en 35 mm, parce qu'à l'époque il y avait la nécessité de sortir un film en pellicule. Donc là il y a eu l'argent. Et après, le gros problème, c'est que quand on passe à la fiction en ayant sorti deux journaux filmés ou des documentaires, c'est très difficile de convaincre des producteurs ou des financiers d'investir dans vos films parce que vous êtes catalogué à la fois documentariste ou cinéaste gay. Ce qui est aussi une autre étiquette difficile à ôter et trop restrictive pour les financiers. Enfin, je pense, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, du coup, c'est très difficile de trouver un producteur pour moi, depuis que j'ai fait Omelette et Les Yeux Brouillés, et qui veut bien voir en d'autres choses que moi qu'un diariste et qu'un faiseur d'images bricolées, artistiques certes, arty, entre guillemets, mais qui ressemblent à des films de famille. Donc c'est très difficile de casser cette image-là. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rencontré une productrice qui suit le scénario que j'ai coécrit avec Philippe Barassa, mais je ne suis pas sûr qu'elle trouve les financements, parce que voilà, c'est très difficile, c'est comme si je faisais mon premier film. Alors ne parlons pas de l'effet du chanteur qui était un film autoproduit, donc quand on fait un film autoproduit sans scénario, donc là on est complètement largué du système, puisque un film autoproduit où on ne paye pas les gens, on se retrouve sans agrément, et sans agrément on n'a droit à aucune aide, donc aucun distributeur veut distribuer votre film, aucun producteur veut payer les acteurs, donc du coup on se retrouve un peu dans un système marginalisé par l'État lui-même, par le CNC, voilà, parce qu'on n'a pas d'aide à l'origine. Un cinéaste pauvre n'est pas aidé par l'État, en France en tout cas. Donc c'est très difficile. En plus, quand on se trimballe des étiquettes, après on a tous des étiquettes, hein. Je veux dire, c'est celle qu'on a choisie. Mais c'est très difficile de convaincre des financiers d'investir dans un cinéaste qui a fait que des genres de films. Enfin pour moi, en France, c'est très très très... on est très à cheval sur les étiquettes. Enfin voilà, on classe tout de suite les gens, c'est-à-dire. C'est pas l'étiquette le problème, c'est la façon dont c'est perçu. Voilà, c'est la façon dont je pense qu'on peut très bien faire un film de fiction, un documentaire, mais c'est comme un acteur qui passe un one-woman show, il est très difficile pour lui de faire avoir un rôle dramatique au cinéma. Personne ne croit en lui. Enfin, les cloisons sont très franches et difficilement perméables en France, enfin, je pense. Same question to Jonathan. How to deal with the movie industry when you are independent, queer? Yeah. Oh man, it's hard. It's really hard because for the first film, for Tarnation, I think there was a lot of ambiguity as to how the film had come into fruition. I don't think a lot of people knew what was going on. I don't think they knew. I don't know if they surrendered to the idea that I had actually directed this, or if I was sort of like this found piece of art that was just given the director accolade
so that I would go and promote the movie, but other people had sort of made this. There was a little bit of that, I think, in the ether that was never spoken, and it didn't occur to me until after the fact that that might have been the case to one degree or another. And I think the film still now it can, and I felt it last night actually, because I haven't screened this I haven't shown the film in a long time publicly in a big way like this, let alone in 2017 when the world has fundamentally changed since 2004. So it's a different audience. It's a post YouTube generation. It's a little more cynical. It's a little more jaded, and a little more information regurgitated. But yeah, it's hard. Like him, I feel like I have to, especially with this next thing that I'm wanting to do, which is segue into making fictional films. I think it's going to be like having to start over a little bit, and maybe, although I don't know to what degree yet, because I haven't actually attempted to do that yet, in terms of like finishing a screenplay and getting it out into where it needs to go. But I have this, I'm wavering about it. So. C'est encore une question avec beaucoup de façons différentes d'y répondre, parce que par exemple au moment de la sortie de Tarnation, il y avait beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de mystère autour du film, parce qu'une bonne partie du public ne réalisait pas ou voulait pas se rendre à l'évidence que j'avais vraiment réalisé Tarnation, que c'était pas genre juste quelque chose que j'avais trouvé et que j'avais monté un peu n'importe comment et sorti comme ça, ou même que quelqu'un d'autre avait monté à ma place. Il avait vraiment fallu que j'assume le fait d'avoir créé cette chose-là et de la présenter en tant que son réalisateur. Et même aujourd'hui, maintenant, quand on diffuse le film, alors que le monde a beaucoup changé et que le rapport à ces images-là, dans la génération post-YouTube, on a beaucoup plus d'images de soi qui sont régurgitées à la face de tout le monde tous les jours. Même aujourd'hui, il y a encore un peu de mystère, et ça s'est un peu senti hier à la projection à l'Institut Lumière. Et du coup, un peu comme Rémi, aujourd'hui, alors que j'aimerais plus m'intéresser à faire des projets de fiction, je viens de terminer un scénario et j'ai encore jamais vraiment fait de long métrage de pure fiction, entre guillemets. C'est comme Rémi, c'est une impression de devoir recommencer comme si c'était mon tout premier film à chaque fois, en fait. Parce que je suis dans cette étiquette de cinéaste arty, un peu foutraque, et que du coup la fiction c'est un genre nouveau et une façon différente de procéder. And it's been hard making the film. When I made this film back in 2004, when I made it, it was before the onset of YouTube. It was before we were so immersed in social media. And the only thing that exists, like if you Google my name online, you read, depersonalization disorder, this like really like sordid life that I have. And there's a lot of ambiguity as to like, am I crazy? Nobody really, the way it's kind of, the way the information has kind of been delved out as a narrative since 2004 is very loosey-goosey, really, and so I feel there's a lot of repercussions and a lot of symptoms that have happened as a result of this. Like I've met over the course of years, whenever a filmmaker makes a movie that happens to make a splash, whether intentionally or not, you have to be very careful about who you choose as your friends, obviously, because that's one thing. Donc encore une fois, quand Tarnation est sorti en 2004, avant l'apparition de YouTube et de tous ces réseaux de masse sociaux sur Internet, ça a entre guillemets fixé une image de moi dans l'inconscient collectif, parce que même encore aujourd'hui, quand on tape sur Google Jonathan Cahouette, on tombe sur des articles qui parlent des problèmes de personnalité, des problèmes de troubles mentaux, psychiques que j'avais pu avoir à l'époque. Et du coup, ça a eu aussi des répercussions sur moi-même, parce que je me suis demandé si j'étais pas fou, parce que j'avais cette image de réalisateur un peu fou qui circulait sur Internet, et du coup, c'était très difficile de dépasser cette image-là pour travailler sur d'autres projets. What was the last part? You have to be very careful about who you choose. Ah oui, et quand on fait un premier film comme ça qui a un si grand retentissement et qui fait une aussi forte impression, il
faut faire très attention aux amis qu'on choisit, parce que du coup, ça peut aussi nous enfermer dans cette image-là et nous empêcher de tourner la page. And with that said, so that's like in a normal situation with a normal filmmaker who's made a normal movie. In my case, because so much of my personal psychosocial and history is out there. Like there's, a Wikipedia page was created on me that I never created, blah, 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 blah. I mean, I can't even hook up on Tinder if I wanted to. I can't, and I'm going to tell you why. I'll tell you why. The reason I can't is because, and it's kind of an emulation of what happens in life. I've met, with the exception of a handful of people that I love and trust, there are two archetypes of people that I've encountered since the film is made, and since people can just look people up on the internet now. People that want something, and they're either wanting something or thinking in some way, shape, or form, they can superimpose themselves into my life to get ahead to some way, shape, or form. Or on the other side, there's people who are terrified of me because they've maybe read a blurb about the film or seen a clip on YouTube, so it's kind of left me in this very kind of fucked up purgatory space, but it's like I suppose I dug my own grave by making the film. But with that said, it's perpetuating me to feel like I have to work a little bit harder to kind of step away from the film as much as I can and start working on other works. Ça reste très difficile à vivre d'avoir cette image de réalisateur fou, de mec pas normal qui fait des films pas normaux, et ça a des répercussions aussi bêtes qu'aujourd'hui je peux même pas matcher avec quelqu'un sur Tinder et aller plus loin, parce que sur Tinder je me suis rendu compte que je rencontrais que deux types de personnes, les gens qui cherchent à travers moi à obtenir quelque chose, que ce soit de la gloire ou je sais pas quel truc un peu tordu, ou les gens qui ont peur de moi parce qu'ils ont lu ou toute cette espèce de fascination, répulsion que le personnage qu'ils ont en tête de moi peut dégager sur internet. Et du coup la démarche pour moi aujourd'hui, c'est de me séparer de mon film et de l'image que ce film a donnée de moi pour pouvoir tourner la page et créer de nouvelles choses. Après des films comme Tarnation ou comme Omelette, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'envisager la suite et de filmer après? Alors, qu'est-ce que ça a pris sur moi-même? Déjà, moi, ça m'a ouvert au monde, parce qu'avant, j'étais complètement... j'aurais jamais pu prendre la parole en public, j'étais complètement coincé et complètement réservé dans ma bulle, quoi. Donc, du coup, ça m'a déjà ouvert au monde, ça a recréé un lien avec ma famille, donc ça c'est déjà super important. Et puis aussi ça m'a mis sur le piédestal du réalisateur qui était reconnu comme tel. Donc du coup j'étais plutôt content par les critiques, le public aussi, un élan très chaleureux de tous ceux qui voyaient le film. Donc c'était un élan d'amour, quoi. Enfin c'était voilà ce que ça m'a apporté immédiatement, quoi. Après la fin de ta question, c'était... Qu'est-ce que tu as appris et comment ça a orienté ta façon de travailler après, quoi, sur les films suivants? Alors après... Qu'est-ce que tu n'as pas refait? Oui, après c'est des erreurs dont on tire des conséquences? Non, il n'y a pas vraiment d'erreur. Après, moi, je me suis dit, il faut vraiment aussi tourner la page des journaux filmés, parce que je veux pas faire comme un Joseph Morder, enfin je l'adore, hein, mais je veux pas faire 150 journaux filmés, faire ça toute ma vie. Et donc je me suis dit, il faut que je m'essaye à différents genres cinématographiques, et après essayer d'autres genres dans la fiction, c'est passer du film d'horreur à la comédie musicale, enfin voilà, ça m'a donné envie d'embrasser le monde, quoi, enfin au niveau créatif, quoi, mais par contre toujours en gardant cette idée du jeu entre le vrai et le faux que j'adore, c'est-à-dire je peux pas m'empêcher d'être humain. Enfin moi si j'ai fait ce film c'est parce que j'avais envie de rencontrer le monde, de rencontrer les gens, de casser cette frontière entre moi et les spectateurs, entre moi et mes proches d'abord et entre moi et les spectateurs. Et puis donc du coup c'est toujours l'humain qui m'intéresse, donc du coup je pars toujours,
quand je fais un film d'un être humain que je chéris, que j'aime, et après je pars de sa personnalité pour construire une histoire autour de cette personne. C'est pas toujours de l'humain, quoi. Enfin, c'est toujours à la recherche de l'humain, quoi. Enfin, et dans tous mes films de fiction, j'essaie toujours de jouer entre le vrai et le faux pour que justement on retrouve cette part d'humain qui devrait être effacée dans une fiction totale où le personnage n'a rien à voir avec la personne qui l'incarne. Same question. Both of the films, both of the documentaries I made, the personal ones, Tarnation and Walk Away Renee, in a lot of ways, I think were really, they were dress rehearsal, I think, in a lot of ways for wanting to make narrative films. I was trying to synthesize making narrative films out of found footage. So narrative as a way of being a storyteller, as a filmmaker, was always my first love, and it was my first interest in making films. But because I was working with very limited resources, and it inevitably became a documentary with experimental form. But I wasn't trying to be an experimental filmmaker. But I think because of the amalgam of both things fusing together, it inevitably became this experimental film. But yeah, I mean, making narrative film is what I want to do. Narrative fictional film, I mean, is what I want to do. But like him, I want to work with non-actors for the most part, and have sort of, a beat sheet of an idea that to some degree, shape or form would have a 3-act structure based on a very strong story, and blur the lines and start with characters and ripple out. I find that kind of filmmaking very, very interesting too. And but in terms of like changing my life, I'm grateful that I became a filmmaker by really just getting like baptized with fire, I think, in a lot of ways. It's like a Twilight Zone episode, or a Black Mirror episode. I feel like I'm in a Black Mirror episode. Like, I feel, it's like you got to be careful what you wish for, because sometimes it can happen, but it may not always happen in the way that you envisioned it originally. Yeah, it changed my life. It's been an emotional roller coaster, to say the least. Ok. Donc les deux documentaires que j'ai fait, Walk Away Renee et Tarnation, c'était comme des répétitions en costume pour mon vrai projet de toujours. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de faire des films narratifs plus traditionnels, mais comme à l'époque j'avais pas les moyens financiers et j'avais juste ces rushs-là à disposition, ce sont devenus des documentaires expérimentaux, mais de manière presque accidentelle, alors que moi ce que je voulais c'était vraiment raconter des histoires. Et donc ça m'a servi en une sorte de baptême du feu pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai toujours ce projet de raconter des histoires de fiction avec une structure narrative plus traditionnelle, plus classique, en 3 parties par exemple, ou comme Rémi, en se basant sur le personnage et en construisant le film autour de ces personnages-là. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des acteurs non professionnels, comme Rémi aussi. Et very last part about the fire and careful visual. I don't remember. It was like being baptized with fire. Faire ces films expérimentaux-là et me démerder avec ce que j'avais sous la main, c'était vraiment comme un baptême du feu. Et il faut faire attention à ce qu'on souhaite quand on se lance là-dedans. Et c'est comme si j'étais coincé dans un épisode de Black Mirror ou de Twilight Zone. Still, and you may get what you wish for, but it may not always come in sort of like the version that you envision. Non, on n'a pas forcément le résultat qu'on souhaite, et le résultat final ne correspond pas toujours à ce qu'on voulait faire, mais ça reste toujours un processus créatif intéressant, et voilà, comparer ça à la 4e dimension et à Black Mirror. Je sais pas si vous connaissez la référence Black Mirror. Une dernière petite question pour rendre hommage un peu à Écran Mixte qui accueille cette rencontre. Qu'est-ce que vous ont apporté les festivals dans votre carrière, alors que ce soit les festivals généralistes ou plus particulièrement les festivals LGBT queer?
quel rôle a été celui des festivals dans votre carrière, dans la façon dont vous avez ouvert votre public? Moi, le festival Écran Mix m'a apporté beaucoup. Hein. Je peux citer en premier. Tu peux le citer en premier si tu veux. Mais... Depuis 2011, je viens chaque année et je suis invité comme un... Enfin bref, j'ai une grande histoire d'amour avec Écran Mix, et vous le savez tous, parce que il y a l'équipe d'Écran Mix qui sont devenus des personnages du chanteur, donc des membres de l'équipe. Ils m'ont aidé aussi à faire le film, donc ils m'ont fait rencontrer le personnage principal. Enfin, je veux dire, mon retour au cinéma, entre guillemets, parce que avant je faisais des films aussi, enfin, sur grand écran, on va dire, c'est grâce à Écran Mix. Donc du coup, pour moi, Écran Mix, c'est énorme. Et je vous en remercie. Hein. Après, les festivals en général, c'est LGBT, tu veux dire, hein. Pas forcément. Alors les festivals, c'est toujours des belles rencontres humaines vis-à-vis des spectateurs qui, voilà, c'est, je dirais, résumé. Après, ma petite déception dans les festivals LGBT, c'est qu'on ne rencontre pas de producteurs, de gens de la profession. Parce que les gens de la profession, ils considèrent que c'est les LGBTI s'amusent entre eux et donc ils viennent pas, quoi. Donc du coup on rencontre pas, ça n'a aucune répercussion professionnelle. Mais à part ça, c'est toujours des grandes fêtes, des grandes rencontres humaines et joyeuses, quoi. Est-ce qu'il y a encore une difficulté pour les films orientés queer à être sélectionnés dans les cinémas généralistes, dans les grands festivals? Ah oui, je pense. Enfin, quoique, non, je pense que ce qui bloque, c'est toujours l'histoire de la pauvreté des moyens. Je veux dire, si on n'a pas payé les acteurs, si on n'a pas l'agrément, on va nulle part. Mais par contre, si on a payé les gens, que vous soyez gay ou queer ou pas, vous allez loin. Enfin, vous pouvez aller loin. Vous êtes sélectionné dans les grands festivals. Donc c'est le côté underground qui... C'est le côté underground qui est surtout pauvre. Je veux dire, c'est pas de notre faute si on est pauvre, mais moi je suis. Qui nous prive de moyens d'aller plus loin dans les grands festivals. Le fait de ne pas être aidé financièrement ou parrainé financièrement, je sais pas. Ça prive de grands festivals, quoi. Ou même de remise de prix, genre on est interdit des Césars quand on n'a pas un film avec agrément, par exemple. On ne peut pas présenter son film quand on a un agrément, je veux dire. Donc du coup, il y a plein de festivals qui te sont exclus parce que tu n'as pas d'argent. Pour moi, le problème principal aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est le manque de richesse, le manque de moyens financiers. Jonathan, same question about the festival? All of them collectively gave me hope that the stories I was telling weren't as inaccessible as I had feared that they were, and it gave me hope. Sorry, it gave me hope that there was a little bit of empathy about these stories, even though maybe people, or the programmers or audiences, may not necessarily be able to get their head fully around all of it. It felt very loving and embracing. But and also with that said, I've never defined myself as a queer filmmaker before, and the films I've made, I wasn't doing it as a gay male first, and then telling these stories. Like I wasn't trying to come from the school of new queer cinema or do anything like that. It was very incidental that I happened to be gay, but I never really advocated myself to go into any particular kind of festival or anything. But the films, just by happenstance, seem to kind of parlay into various worlds. From the anti-psychiatry community, with Scientologists once wanted to show it Tarnation because they thought it was an anti-psychiatry film to like the psychiatric community, to the art community, to gay, LGBTQI festivals. So I feel very fortunate that it's had some kind of like universalism to it. Le fait d'avoir été sélectionné dans différents festivals, ça a pu être important pour moi parce que ça a permis de montrer que des gens, du public ou des sélections des festivals pouvaient ressentir de l'empathie par rapport à ce que je racontais, ce qui me semblait moi être un propos assez indéchiffrable car très personnel ou un peu obscur. Ça a montré au contraire que des gens pouvaient s'y retrouver dans ces histoires-là,
même si évidemment pas à 100%, mais comprendre des aspects ou piocher dedans des choses qui leur parlaient. Et du coup, ça a permis aussi que le film soit rentré dans des cadres très divers et très variés, notamment par des associations antipsychiatriques comme Carnation, voire même par l'Église de Scientologie. Et du coup, ça montre que malgré le côté très expérimental de la chose, il y a un propos qui reste assez universel derrière et que plein de types de publics différents ils peuvent y trouver quelque chose qui leur correspond. Merci beaucoup Jonathan, merci Rémi, merci beaucoup, merci pour la traduction. Merci.